Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les Zébulons de Capri-Franc. Bienvenue aux débatteuses de ce jour. Catherine, Claudia, Ayo, Lily et moi-même, Chimène. Et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui écouteront notre audio-vidéocast sur YouTube. Nous sommes le dimanche 10 octobre 2021 et le thème de ce jour, penser les impensés. Mais penser avec un A et non un E. Avant de commencer notre causerie, voilà comment elle va se dérouler. Tout d'abord, nous commencerons par un débat. Ensuite, l'éclairage de l'animatrice du sujet, à savoir Pascal. Suivront les questions-réponses suite à l'éclairage. Et enfin, la conclusion de chacun et l'annonce de la prochaine causerie. Et maintenant, place au débat. Quelle différence faites-vous entre les préjugés et les impensés? À voir, mais pour moi, les impensés, c'est ce à quoi on ne pense pas, c'est-à-dire qu'on a des préjugés dont on n'est pas forcément conscient parfois. Alors, qu'est-ce que, donc, alors si, donc là, le thème d'impensé vous pose problème, donc, alors, si vous parlez des préjugés, qu'est-ce que vous pensez alors des préjugés? Non, je ne disais pas que le terme impensé me gêne, je voulais savoir quelle différence on fait entre impensé et préjugé. Parce que impensé, pour moi, c'est quelque chose sur laquelle on ne pense pas, alors que préjugé, c'est une opinion qui est déjà dans nos têtes, inscrit dans nos têtes, voilà. C'est juste que je voulais savoir la différence entre impensé et préjugé. Et vous les filles, qu'est-ce que ça vous inspire le thème donc Claudia s'interroge sur le mot de la différence entre impensé et préjugé, et vous, est-ce que vous avez une différence entre impensé et préjugé? Vous voyez une différence ou pas du tout? Il y a clairement une différence. Préjugé, voilà, il y a le mot jugement déjà directement dedans, donc c'est actif. C'est quelque chose qu'on va penser vraiment activement par ignorance, alors qu'un pensée, c'est quelque chose qui ne nous traverse même pas l'esprit, en fait. Ok. C'est plus comme ça que je le vois, en tout cas. Alors, d'un côté pour vous, donc dans impensé, il y a quelque chose qui ne traverse pas l'esprit, donc ça veut dire que c'est individuel, et tandis que c'est-à-dire ça ne traverse pas l'esprit, ça nous appartient pas, tandis que dans préjugé, donc on juge, et donc ça veut dire que c'est nous qui faisons cette action. Alors, on fait l'action, mais je pense que c'est plus par ignorance et par méconnaissance de ce qui est en face de nous. Donc, ça peut être une personne, une idée ou quelque chose. Alors que, oui, effectivement, dans le mot impensé, on ne le voit même pas, on ne le pense même pas. Donc, si c'est pas amené devant nos yeux, il n'y a rien, en fait. Mais est-ce que alors, parce qu'elle disait, est-ce que c'est nous? Moi, j'aurais dit que c'est pas forcément nous. Ça peut être aussi la société qui nous guide vers ces préjugés ou ces impensés. Pas forcément, ça vient pas forcément de nous. Alors oui. C'est clairement pour moi quelque chose qui vient de l'éducation déjà. Et l'éducation, elle est aussi très fortement liée à la société dans laquelle on grandit. Donc on est éduqué pas seulement par nos parents, mais aussi par nos pères, par l'école, par la société en général. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Les préjugés sur les entiers, ils ne travaillent pas. Ils sont fainéants, ils sont dilettants, ils sont blasés. Ça, ce sont des préjugés que l'on a sur les entiers en général. C'est totalement faux. Mais après, alors comme je disais, moi je sais que par rapport à ce préjugé-là, donc à cet exemple-là, ça peut, je pense que c'est dans les deux sens. Quand je m'explique, c'est-à-dire que c'est peut être aussi un peu de notre faute. Quand je dis ça, c'est que si dans notre attitude ou dans notre façon d'être, on nous donne cette étiquette, il peut y avoir un peu de vrai, même si voilà. Donc le préjugé parfois part aussi d'une attitude qu'on peut avoir, à mon avis. Après, c'est peut-être pas le cas.
Alors, par rapport à ce préjugé précisément, c'est assez amusant parce que amusant, que tu l'évoques là tout de suite, c'est que j'ai lu il y a peu de temps un article là-dessus qui disait que ce préjugé-là venait de l'époque où l'esclavage était actif et où c'était une forme de résistance en fait. Et que du coup, c'était une résistance face aux propriétaires d'esclaves parce que si on résistait plus ouvertement, forcément, il y avait des conséquences, et que du coup, cette idée-là était restée, alors que c'est totalement faux, et que c'était vraiment quelque chose d'actif pour contrer ça, en fait. Voilà, donc ça rejoint ce que je disais. Donc dans un préjugé, il peut y avoir une partie, un fond pas de vérité, mais un début d'explication qui fait que à force des choses, du temps, le préjugé reste. Mais là, tu vois, ça part il y a un départ. Voilà, il y a un départ qui est lié à un contexte, à une situation de résistance et qui est totalement justifié en plus. Et derrière, ça devient négatif alors que c'est pas. Au départ, c'était pas négatif cette façon justement de faire. Alors, Mimi nous demande si les préjugés ne seraient pas aussi en rapport avec la religion. J'imagine avec une certaine vision du monde inculquée au travers de la religion, je pense que. Est-ce qu'elle a un exemple ? C'est ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'elle peut nous donner un exemple par rapport à ça ? On va laisser le temps de taper. Bien sûr. Et j'en profite aussi pour rajouter qu'à mes yeux, les préjugés, ça peut être aussi une manière de généraliser. C'est-à-dire, on a vu une personne faire ça et on va généraliser en disant que toutes ces personnes-là sont comme ça. Donc, il y a aussi une histoire de mal juger pour moi, de juger vite, de faire de la généralisation. En général, un préjugé, c'est toujours une généralité qui part d'un point A et qui après devient qui s'étend quoi. Donc, mais les préjugés, il y en a énormément. Avant de commencer, j'ai regardé un peu sur internet tous les préjugés qu'il y avait. On a des préjugés sur les Chinois, on a des préjugés sur les Noirs, on a des préjugés sur les roux, toutes sortes de. On a des préjugés sur les blondes, on a des préjugés sur les professeurs, sur le monde enseignant. Voilà quoi. Mais c'est toujours, en fait, un préjugé, à mon sens, c'est toujours négatif. Alors, donc en fait, ce n'était pas par rapport à la définition des préjugés, mais au fait que les préjugés sont basés sur la croyance. Je suis pas sûre que ce soit toujours, ça se veut pas toujours négatif. Je dis bien ça se veut pas, c'est-à-dire que quelque part dire que toutes les personnes comme ça sont bien ou autres, c'est aussi un préjugé. C'est pourtant pas un jugement négatif. Mais globalement, dans soi, c'est trompeur. Ouais. Mais dans mon expérience, j'ai toujours entendu des préjugés négatifs. J'ai rarement entendu des préjugés positifs, genre cette catégorie de personnes, elle fait des choses bien. Ça a toujours une connotation un peu rabaissant. Alors, je suis pas d'accord parce que quand tu as des préjugés comme tous les Noirs jouent bien au basketball ou tous les Noirs savent danser, pour moi c'est un préjugé et pourtant c'est pas un jugement négatif. Par contre, ça exprime un sentiment négatif qui est clairement une certaine jalousie de la part des personnes qui n'ont pas la pression de bien savoir danser ou bien jouer au basket. Voilà, c'est ça. Tu vois, comme tu dis, ça part d'un constat positif, mais de la manière dont c'est dit, il peut y avoir, comme tu dis, une petite pointe de jalousie ou d'envie, mais voilà quoi. Après, je dirais que sur le sport,
en général, effectivement, on a des prédispositions. Mais voilà, est-ce que c'est un préjugé? Après, oui, pardon. Oui, alors, juste quelques mots. Moi, je dis que préjuger, c'est avoir des opinions sur tout, sur n'importe qui, surtout. Et par contre, ça peut être perçu soit de façon positive, soit de façon négative. Après, moi, je pensais aux préjugés, par exemple, sur les personnes asiatiques qui seraient plus travailleuses ou meilleures en maths ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un préjugé qui paraît positif, mais qui, quelque part, est négatif dans le sens où il nie l'individualité des gens, en fait, qu'il essentialise une catégorie de personnes en pensant qu'ils ont tous les mêmes attributs, et ça déshumanise. Oui, totalement. Et ça met aussi une pression sur les personnes qui feraient partie de cette catégorie et qui ne remplissent pas cette partie du préjugé, en fait. Mais On va se est-ce sentir que... inférieur parce que, oui, on dit que, mais moi, non, je suis nulle en maths ou je suis pas bon en danse, quoi. Et puis en plus, comment on va dire, c'est un mouvement d'ensemble. Moi, et pourtant, je suis pas quelqu'un qui suit tout ce qu'on dit, mais en fait, c'est comme une facilité. On entend en fait le préjugé et donc on y rentre en se disant que comme tout le monde le dit, c'est vrai. Voilà, il y a une certaine pression à s'y conformer, alors que c'est pas forcément bon pour nous, en fait. Et oui, comme même tu si disais, c'est positif, en fait, ça nie complètement l'individualité de chaque personne. Mais ça facilite les choses aussi. C'est-à-dire que ça met les gens dans des petites cases et ça donne un espèce d'ordre. Ah, il est asiatique, il réussit bien en maths, c'est logique, il est asiatique, c'est rassurant. Tous les asiatiques. Enfin voilà, il y a comme une volonté de pas penser la nuance, de pas penser l'individualité et de mettre tout le monde dans des petites cases. Donc c'est de la fainéantise, mais c'est de la fainéantise intellectuelle. Oui, totalement. Je suis d'accord avec ça. Et, pour avoir eu aussi je pense qu'on a toutes eu des préjugés, mais pas de façon, je dirais pas de façon consciente, sans chercher. Voilà, c'est vraiment de la facilité. On entend, on dit, et en fait, voilà, ça passe. Mais sans chercher que toute personne est différente et que c'est pas parce que voilà, par exemple, je reviens sur les noirs, sur les sportifs noirs. Je suis désolée, tous les sportifs ne sont pas excellents, ne sont pas doués au basket, doués. Et quand on fouille bien et qu'on creuse bien le sportif, parce que j'en côtoie une, donc je sais ce que c'est surtout du travail. Après, il y a des gens qui sont plus aptes que d'autres, mais c'est avant tout du travail. Oui, après, il peut y avoir mais tous les Noirs ne sont pas des cracks du sport. Hein. Et puis ça minimise effectivement ce côté travail, effort personnel qui va faire que la personne va atteindre ce résultat-là, en fait. On va la juger en disant qu'elle a des prédispositions, donc c'est facile, alors que non, pas du tout. Oui, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Catherine, que effectivement, c'est un peu de la fainéantise intellectuelle parce que ça nous empêche de connaître l'autre, d'aller vers l'autre, de connaître véritablement son identité, parce qu'on le résume à se préjuger. Et c'est particulièrement fort aux États-Unis. Vous voyez, les bourses qui sont attribuées, par exemple, dans certaines universités, les Américains, les Noirs américains, en général, pour ceux ils ont une bourse parce qu'ils ont des aptitudes sportives. On ne se pose pas la question de savoir s'ils sont bons intellectuellement. On leur demande juste d'avoir une moyenne, mais surtout d'être très bons sportivement. Non. Et à la fois, c'est aussi une façon de s'extraire un peu de la pauvreté, de la misère. Donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup qui s'engouffrent dedans, parce que c'est une porte de sortie. Et ça alimente en fait le cliché et le préjugé derrière. Oui, exactement. Le préjugé va
se transformer en cliché. Donc l'antillais, pour revenir à mon exemple, l'antillais fainéant et tout ça, c'est un cliché. Et en même temps, certains, je dis pas tous, hein, eh ben, prennent cette facilité en se disant, bon, bah, de toute manière, on pense que je suis fainéant, que je suis ceci, donc autant que je le sois, quoi. Et donc, ça alimente le préjugé. Mais ce qui est aussi compréhensible, parce que ça veut dire aussi se battre toute sa vie contre un cliché. Et comment combattre ce cliché, puisque là, le but, c'était penser avec un A, c'est comment effectivement, à un moment, casser ce préjugé, alors que on a beau dire que, je sais pas, que les Antillais sont pas des feignants. Il se trouve que 200 ans après ce mouvement qui a donné, enfin je parle du mouvement de résistance à la colonisation, on a encore cette image-là. Donc il y a aussi l'histoire de baisser un peu les bras devant la bêtise et la fainéantise des autres. Et c'est un peu triste aussi. La pensée, en fait, je pense qu'elle vient de l'éducation. Elle viendra de l'éducation. Ce sera, je pense, hein, après ça va être un travail assez long parce que le préjugé a la dent tellement dure qu'effectivement de génération en génération ça traîne. Donc à un moment donné, il faut que au niveau de l'éducation, mais pas éducation scolaire, je parle d'éducation au niveau des parents. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Il faut que d'abord... Éducation sociétale aussi. Ah ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Claudia. C'est vraiment dans tous les sens du temps, dans tous les sens de l'éducation. Ah oui. Parce que nous-mêmes, moi je suis parent, on reproduit, mais instinctivement, sans même faire attention. Donc du coup, les enfants, étant donné que le parent le dit, ils répètent. Ils répètent bêtement. Ce que nous, on répète bêtement. On réfléchit pas. Je fais mon mea culpa, je sais. J'ai répété des préjugés sans avoir été plus loin. J'ai à comprendre l'individualité. Alors les filles, donc là je vais reprendre tout ce que vous avez dit. Donc c'est vrai qu'on est parti du terme impensé. Impensé, comme vous l'avez bien dit, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Pourquoi on ne le contrôle pas? C'est parce que c'est quelque chose qui provient de notre culture, qui provient de notre façon de vivre et de notre représentation du monde. C'est-à-dire qu'en tant que Française, nous allons avoir des préjugés français. Et nous allons être construits par cette culture française et par notre culture française, mais aussi par la culture familiale. Et tout ça, ça va faire qu'on va se construire à partir des préjugés. C'est-à-dire qu'on va pas parler du terme préjugé, on va parler du terme du biais. C'est-à-dire tout ce qui va faire qu'on va nous alimenter, qu'on va constituer notre moi à partir de la transmission des parents, de la transmission d'une histoire, d'une langue et d'une politique qui va nous modeler à voir le monde d'une certaine manière. Et maintenant, le préjugé va jouer sur cette représentation parce que on est dans un monde où on doit se représenter et notre cerveau étant très feignant, ce qu'il préfère, c'est classer, c'est catégoriser, c'est-à-dire aller au plus rapide. Et comme vous l'avez si bien dit, les préjugés sont aussi bien positifs que négatifs. Mais notre fainéantise fait que, en allant au plus vite, dès qu'on voit quelqu'un, on le classe. On le classe parce que comme ça, on se dit, on se protège d'une façon en classant les gens aussi, mais on se dit comme ça, tout de suite, je peux savoir à qui j'ai affaire. Et donc, on cherche pas déjà à savoir la personne. On va la connaître plus tard. Et donc, on est dans le préjugé. Et le préjugé va s'appuyer sur un autre mot que vous n'avez pas dit, c'est le stéréotype. C'est-à-dire que les deux sont liés. Le préjugé, c'est ce qu'on va penser. Le stéréotype, c'est ce que la société a construit autour de cette personne-là. Et quand on dit que les Antillais sont feignants ou les Asiatiques sont intelligents, on donne des attributs à quelqu'un. On le stigmatise. Ensuite, nous, on voit un Antillais en Asiatique, on se dit « Oh, je l'aime ou je l'aime pas ». Ça, c'est le préjugé.
Ensuite, si on met un stéréotype sur lui, là, on passe à autre chose. Par contre, ce qui arrive, c'est que malgré ces préjugés et malgré ces stéréotypes qui nous environnent, qui nous conditionnent, on a la capacité aussi de dire non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Et donc le préjugé au départ, qui était peut-être positif ou négatif, on réfléchit, on prend une expérience avec lui et on le déconstruit. Mais ça demande déjà une démarche, ça demande une réflexion. Et comme vous l'avez si bien souligné, on n'est pas dans la fainéantise. Le préjugé, le stéréotype, c'est notre fainéantise intellectuelle. On va au plus vite. Parce que quand on réfléchit, on a des préjugés, parce qu'on a des hypothèses. On se dit, ah ben si je fais comme ça, ah ben je vais la changer. Ça, c'est un préjugé, c'est une hypothèse de base. Mais notre réflexion, notre expérience nous amène à différencier et ensuite à vraiment trouver une vérité. Or, quand on présente un préjugé ou un stéréotype comme une vérité, c'est là où c'est l'écueil. Et c'est vraiment ce combat-là qu'il faut mener. C'est déjà un combat qu'on doit mener contre nous-mêmes pour pas le transmettre, mais c'est aussi un combat qu'on doit mener également, chacun, chacune, ensemble. Parce que c'est pas tout de dire dans mon coin, oui, je combats tous mes préjugés, parce que c'est revenir aussi à notre propre histoire, à notre façon de voir le monde, notre représentation du monde. Et c'est ça qui se joue. C'est quelle représentation du monde on veut laisser, quelle chose qu'on veut garder, quels sont les éléments sur lesquels on s'est appuyé, qui sont positifs et qu'on doit construire, et quels sont ceux qu'on doit déconstruire. Mais ça, c'est un travail déjà individuel et sans relâche. Parce que, comme d'habitude, on cherche la facilité. Notre cerveau cherche la facilité. Et donc, se dire, oui, je combats tous les préjugés, non. Parce que c'est déjà un préjugé de dire ça. Et donc là, c'est vraiment cette histoire de impensé. Et comme vous l'avez dit, c'est une histoire d'éducation. Et c'est une histoire aussi de connaissance de l'autre. De désir, de curiosité envers l'autre. Et c'est vrai que ça, si on n'apprend pas cette curiosité envers l'autre, qui n'est pas naturelle, parce que notre premier réflexe en tant qu'humain, c'est que l'autre, dès qu'il n'appartient pas à notre groupe, il est un danger potentiel. Ça, c'est un réflexe humain. Tout autre est un danger potentiel. Parce que le stéréotype, le préjugé et autres, c'est nous contre les autres. Et donc, c'est vraiment aller contre cette tendance humaine de se dire, l'autre n'est pas forcément un danger. L'autre n'est pas forcément cet inconnu. N'oubliez pas, quand un enfant voit quelqu'un la première fois, son premier réflexe, c'est de crier. Parce que l'autre lui fait peur. Parce qu'il n'a pas l'habitude de voir l'autre. Parce que ça s'apprend. C'est quelque chose, c'est une acquisition. Et donc, c'est une tendance qui va contre nature. Et ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que c'est une croyance. Parce que les préjugés forment des croyances, forment des idéologies et sont rassurants. Tandis que aller vers l'autre, ça devient un risque. Et c'est parfois déroutant. Et c'est cette déroute qui effraie. À vous maintenant, les filles. J'ai posé une question via le texte, je disais, comme nous sommes dans l'année de René Maran, c'est un auteur, qu'est-ce que je peux dire, martiniquais, guyanais, français, enfin, un auteur. Et je me posais la question, est-ce que René Maran n'était pas soumis à des impensés? Parce que dans son œuvre Batouala, il n'attaque pas le système. Parce que René Maran, c'est le système qu'il a fait. Donc, il louait le système. C'est le pur produit français, quoi. Mais par contre, il nous racontait ce qui se passait dans les colonies, surtout en Afrique. C'est Donc ça. je me disais si René Maran n'était pas soumis lui aussi à des impensés. Mais on est tous soumis à des impensés. Les impensés, c'est la culture. Les impensés, c'est la famille. Déjà, ton premier impensé, c'est ta famille. C'est elle qui va te construire. Ensuite, quand tu vas sortir de la sphère familiale, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui pensent pas comme toi. Et tu vas dire, mais c'est bizarre. Parce que déjà dans ta famille, tu vas avoir déjà donc une façon de penser qui va te former, et c'est la rencontre déjà avec d'autres membres qui sont parfois de ta famille mais qui ne pensent pas pareil qui vont te faire changer. Ensuite, quand tu vas aller à l'école, tu vas avoir encore d'autres impensés.
Et donc, résultat, c'est ce qui va te permettre petit à petit de sortir et d'évoluer, de t'adapter. Et donc, René Maran, quand il fait son livre, donc son impensé, c'est un impensé colonial. Il est le fruit d'un système. Donc, il reproduit malgré lui ce système, même s'il cherche à combattre ce système. Et c'est pour ça que le mot impensé est important. Le mot technique, ce serait un biais. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs biais et autres. Tandis que le mot impensé, c'est vraiment pour montrer, c'est quelque chose qui est impalpable, qu'on ne contrôle pas. Mais par contre, amener à réfléchir sur ces impensés permet de voir, d'identifier les stéréotypes, les préjugés et ensuite de combattre toutes les formes de discrimination. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux donner des exemples de préjugés familiaux? Familiaux. Alors, par exemple, regarde, dans la famille, on se dit, par exemple, ma famille, on mange jamais de choux de Bruxelles. Donc, je connais pas les choux de Bruxelles et autres. Je vais chez ma tante, elle me fait des choux de Bruxelles. Mais je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est bizarre, ça, on n'a jamais fait ça. Et donc là, déjà, mon premier préjugé et autres, c'est de dire ensuite, mais moi, je ne connais pas. Est-ce que je vais le découvrir ou je vais pas le découvrir? J'aime ou j'aime pas? Ça, c'est le préjugé. Ensuite, maintenant, dans le stéréotype, ensuite, si on me dit à la maison que le verre c'est pas bon et ceci et cela, donc le chou de Bruxelles est en verre, je ne vais pas le manger parce que j'attribue au verre un élément et cet élément est négatif. Donc si je vois du verre en tant que légume, je le mangerai pas. Bon, après peut-être que je me trompe, mais je donne mon idée. Comme c'est pas, on est dans une famille antillaise, comme c'est pas généralement servi. On ne sert pas de chou de Bruxelles aux Antilles. Pour moi, dans le sein familial, c'est une sorte de préjugé vis-à-vis des légumes qui sont hors de son champ culturel, gastronomique. C'est tout à fait ce que je voulais te montrer. Chaque fois, par exemple, quand un Antillais part, quand il arrive en France, il va avoir des préjugés parce qu'il va se dire, c'est pas comme ça, moi je suis pas ça, moi je comprends pas. Et donc, il va partir de ses préjugés, ensuite des stéréotypes, de ceux qu'il a appris de la France, et il va s'enfermer dedans. Si il n'est pas accompagné, si on ne sort pas de sa sœur en disant, attention, il y a autre chose. Mais ça aussi, c'est une volonté. Est-ce que ça nous enferme pas dans des communautés? C'est la porte ouverte, hein. C'est plus rassurant, de toute façon, préjugés, stéréotypes, impensés, on reste entre nous. Comme ça, on n'a pas de difficulté. Rester entre nous, c'est rassurant. C'est tout ce qui va nous rassurer. C'est tout ce qui va nous permettre de pas s'ouvrir à l'autre. Et de se dire, nous, on a raison, c'est nous contre eux. C'est toujours le même principe. C'est nous contre eux. Et ce eux, c'est tous les autres. Et ces autres-là, ce sont eux qu'on attribue tous les éléments négatifs. On va pas chercher les éléments positifs. On va jamais chercher les éléments positifs parce que sinon ils vont nous remettre en cause. Et c'est cette remise en cause qui est difficile. Parce que remettre en cause la légitimité du nous, ça veut dire que le nous, il se trompe. Et donc la vérité du nous, elle n'est pas réelle. Et donc sa représentation aussi. Donc c'est vraiment tout ce travail également. Donc de cette rencontre, ce travail de rencontre à l'autre, c'est ça l'enjeu. Alors, comment penser ces impensés? Je pose la question à tout le monde. Chimène, j'allais poser la même question. Je l'ai fait avant. Voilà. Déjà, moi, je pense que quand on rencontre quelqu'un, c'est savoir identifier cette petite... attaché. C'est identifier cette petite voix dans sa tête qui va justement commencer à juger, à penser la personne qui est en face et s'arrêter, souffler et se dire non, je ne la connais pas cette personne-là, je peux pas lui attribuer toutes ces choses-là. Enfin, voilà, savoir s'arrêter et écouter l'autre en fait. C'est tellement difficile parce qu'en fait c'est comme quand tu vois quelqu'un pour la première fois. En général, on juge
en fonction de ce qu'on voit. Donc on a déjà un préjugé. Il a l'air, et peut-être que la personne a l'air, a un air dur, et donc on pense tout de suite, oh là là, mon Dieu, celui-là, il n'a pas l'air commode. Et peut-être que c'est un point doux, c'est plus gentil. C'est exactement ça en fait, c'est qu'on va avoir toutes ces phrases-là qui vont tourner dans nos têtes, et justement la difficulté, c'est de s'arrêter et de se dire, tout ça c'est mes préjugés. Voyons voir en face ce que la personne est réellement. Écoute, c'est ce que moi je m'efforce de faire chaque jour où je me lève, d'essayer justement de ne pas. C'est très difficile parce qu'en fait c'est tellement instinctif et on le fait de façon tellement naturelle qu'on pense pas et puis on pense pas à s'arrêter, comme tu dis, c'est très juste. On ne se pense pas à s'arrêter et à se dire bon, c'est pas parce qu'il est comme ça, habillé comme ça, ou quelqu'un qu'on voit habillé d'une manière, on se dit oh là là, celui-là non. Et alors ça se trouve que il n'est pas bête, ou il est très intelligent ou autre. Et quelqu'un que tu vas, enfin, on juge en fonction déjà de ce qu'on voit. Et voilà, mais c'est vraiment pas évident. Mais c'est une des pensées, une pensée qui est importante. C'est un pansement. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Non, mais Catherine et Claudia. Moi, je pensais qu'il faut aussi conserver à l'idée que c'est des individus qu'on a en face de nous et pas des catégories entières, c'est-à-dire éviter de ranger la personne dans une case, oui, elle est comme ça, oui, elle est comme ça, donc elle va, non, et s'arrêter avant le donc, en fait. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un en face de soi qui a certaines préférences, qui a certaines croyances, mais et un certain physique aussi, une certaine attitude, mais c'est pas pour autant qu'elle va être comme toutes les autres personnes qui sont comme ça, et vraiment garder à l'idée que c'est un individu, c'est-à-dire que quand Pascal parlait de nous contre eux, en fait eux ils n'existent pas. Tout comme quelque part nous on n'existe pas dans le sens où on n'est pas un bloc homogène et en face autour de nous on n'a pas un bloc homogène. Ouais, tout à fait. Et moi, j'entends souvent, mais par rapport, alors comme je suis, martiniquaise, j'ai habité en Martinique et souvent on me dit, ah oui, mais vous les Antillais, vous êtes toujours joyeux, c'est normal. Et parce que je suis tout le temps gaie, je suis toujours joyeux, je fais pas la gueule, et donc on pense que, parce qu'on est au soleil. On est tout le temps de bonne humeur. Alors je suis obligée de lui dire, ah non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je suis obligée de reprendre, mais c'est pas de sa faute, hein. Quand on me dit ça, c'est pas de la faute de la personne. C'est vraiment pareil, un préjugé. Elle pense que le soleil, la mer, la plage fait que nous sommes toujours de bonne humeur. Et or, on a aussi énormément de problèmes. On est fous. Voilà. Donc, c'est aussi à nous aussi d'aller vers les autres pour expliquer et de reprendre la personne. Quand elle dit ça, de reprendre et de ne pas laisser dire. Oui. De ne pas la laisser dans son impensé ou dans son préjugé. Oui, mais il y a tellement, à chaque fois ici, il faut expliquer. Parfois, on laisse passer ces préjugés. Parce qu'on se dit, mais on dit à une personne à 2, à 3, 4, et puis après, il y en a tellement, on se veut très vite dépasser. Et puis, au lieu de rectifier, on laisse passer aussi. Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Yo que c'était extrêmement difficile. Oui. Ah bah oui. Parce que c'est quotidien. Je comprends bien. c'est pas évident. Donc, au bout d'un moment, c'est la fatigue de devoir toujours expliquer les mêmes choses face toujours aux mêmes préjugés, en fait. C'est fatigant. Ouais, je peux te dire. Alors que quand on est, mais même quand, alors Claudia, je sais pas, même quand on est aux Antilles Guyane, des gens ont des préjugés sur d'autres qui devraient pas être. Mais même entre nous, on a des préjugés. Voilà. Même pas forcément entre îles ou bien entre pays, même entre nous. Parce que moi, je l'ai vécu. J'ai vécu en Martinique et j'ai vécu ce genre de préjugés, même entre nous. Moi, ça m'avait choqué la première fois. Je me disais, purée, entre nous, on a des préjugés. Ben oui, et entre régions. Voilà. Quand tu vois un Corse, tu te dis, oh, celui-là, il faut pas l'embêter. Parce que tu penses que tous les Corses sont des terroristes, des mafieux. C'est pas vrai.
Moi, j'ai une copine, je travaille avec une copine, c'est pas vrai. Et pour discuter avec elle, pour essayer d'en apprendre un peu plus, ce n'est pas vrai. Donc, c'est... Alors, vous avez dit les choses, les filles. Donc, la première chose, c'est l'éducation, c'est l'apprentissage. Et quand on touche l'éducation, c'est déjà, la famille, ensuite, après, c'est politique, et après, ça devient social. On peut pas le faire tout seul. C'est vrai qu'au départ, on le fait pour soi, et c'est un apprentissage déjà sur soi à faire. Parce qu'on peut pas ensuite comprendre quelque chose si déjà on n'a pas expérimenté soi-même. Donc déjà se dire je fais l'effort d'aller vers l'autre, je fais l'effort déjà de pas écouter ces petites voix qui sont là, qui me grignotent, qui me disent oui c'est comme ci, c'est comme ça, et de voir que un individu c'est une personne. Et ça, c'est important parce que notre cerveau, pour lui, l'individu, il a une catégorie, on est tranquille, et comme ça, on peut passer son chemin et on a fait tout ce qu'il fallait. Or, l'individu, c'est une personne. Et une personne, on apprend à la connaître. Apprendre à connaître l'autre. Apprendre à connaître l'autre. Donc, déjà, ça, c'est un travail à faire à la maison. Apprendre à connaître l'autre, c'est un travail à faire aussi à l'école, sous différentes formes. Toutes les formes possibles, mais déjà apprendre à connaître l'autre aussi, et aussi derrière tout ce que ça suppose apprendre à connaître l'autre au travail, que l'autre ne soit pas discriminé au travail, que l'autre ne soit pas également discriminé parce que dans un restaurant, que l'autre ne soit pas discriminé également dans un métro. C'est toutes ces petites choses qui font qu'en fin de compte, ce combat qu'on a l'impression qui est individuel, qui nous dépasse, ce combat, c'est un combat sociétal. Et c'est à partir du moment où la société prend en main ces combats-là, qu'on a l'impression qu'on n'est pas tout seul, qu'on va pas tout le temps répéter la même chose. Et aussi, c'est qu'on va pas tout le temps voir la même chose. Parce que c'est ça aussi, c'est parce que ça prend aussi, alors là, c'est au niveau de l'éducation, au niveau aussi de la représentation de l'autre. Parce que si on voyait des autres un petit peu partout, dans tous les postes, dans tous les postes, à la télévision, au cinéma, ces préjugés peut-être ne tiendraient plus la route aussi. Donc c'est des questions sociétales qui sont mises en avant. C'est parce que notre société, malheureusement, elle s'est construite contre le mépris de l'autre et le mépris de tous les autres. Et donc, c'est questionner notre société par rapport à son rapport à l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'autre? L'autre, c'est moi. L'autre, c'est toi. Et je suis ton autre également. Et donc, si ces questions-là sont mises, si ces questions-là sont réfléchies ensemble, et si dès l'enfance, si ensuite dès l'adolescence, parce que ensuite dans notre vie adulte, on commence à poser, à travailler ces questions-là, on se grandit. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que ça remet une façon facile de voir la société, c'est tranquille, je suis tranquillement chez moi, je fais comme je veux, et les autres, tant pis pour eux. Non, c'est pas possible. Alors Claudia pose la question, et si l'autre refuse? Mais l'autre refuse aussi parce qu'il a ses propres impensés. Il a aussi parce que qui est l'autre? L'autre, ça peut être moi qui refuse parce que je veux rester dans ma communauté, je veux revendiquer ma communauté, je veux dire que c'est ta faute, je veux dire que je suis une victime et tu dois payer et je vais même pas t'écouter, je vais même pas prendre le temps d'écouter ce que tu as à m'apporter. Donc, c'est-à-dire, je reste dans mon conditionnement et c'est ce qui va me constituer. Alors que ce qui te conditionne, c'est ce qui t'enferme, c'est pas ce qui t'ouvre. Et puis l'autre peut refuser aussi parce que ça peut remettre en question ses propres privilèges. C'est-à-dire que si c'est toujours telle catégorie qui est coupable et que moi, je suis bien considérée, j'ai ma place, j'ai plus, je suis mieux payée par exemple, ou j'ai plus d'accès pour les logements, si je subis moins de discrimination, mais que on me dit ah oui mais non, c'est l'autre égal de la même façon, il y en a moins pour moi. Il y a ça à combattre aussi. Derrière, oui, tu as raison, ça met en cause qu'est-ce qu'on met derrière le terme d'humanité, qu'est-ce qu'on met derrière le terme de vivre ensemble. Est-ce que vivre ensemble, c'est seulement, donc, c'est-à-dire, c'est mon individu, c'est mon intérêt. Donc là, je suis individualiste. Et donc, tant pis pour les autres.
Donc c'est mon intérêt avant toute chose, aux dépens d'un bien commun. Ah, merci. Dans ce cas, que fait-on? Est-ce qu'on le laisse avec ses préjugés? Ou bien, voilà, comment combattre cela? Combattre, donc, de toute façon, enfin, là, c'est vrai qu'on dépasse, c'est vrai que comment combattre l'autre quand il ne veut pas, quand il veut maintenir ses privilèges et se dire et autres. Mais de toute façon, celui qui maintient ses privilèges, il a besoin aussi de moi. Parce que pour qu'il ait ses privilèges, il faut que je sois là. Si je décide de plus lui donner ses privilèges, il n'existe pas. Parce que c'est le contraire dans ces cas-là. Quand quelqu'un te dit, ah ben oui, tu es privilégié, mais tu es privilégié grâce à qui? Tous tes privilèges, c'est grâce à moi que tu les as. Et donc là, ben je te retourne face à ta propre dépendance. Parce que tu as l'impression que tu es indépendant. Tu n'es pas indépendant. Tu as besoin de moi pour exister. Oui, oui, oui. Donc en fait, c'est toute une question d'individualité alors. C'est une question d'individualité, de personne et de représentation du monde. Comme là, vous êtes en train de me dire, les filles, oui, si l'autre y refuse, si l'autre reste cantonné, parce que si tu restes cantonné à partir du moment où tu es tout seul sur une île, hein. Oui, parce qu'en fait, c'est pas la personne qui va être complètement fermée et qui va refuser le débat qu'il faut convaincre. C'est tous ceux qui ne se rendent pas compte et qui peuvent changer. Mais parce que c'est... Vas-y, Oui. excuse-moi, Ayo. Oui, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de tout ça, à qui il faut dire les choses, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte et à qui on peut l'expliquer et qui peuvent être ouvertes. C'est toutes ces personnes-là, en fait, qu'il faut toucher, parce que la personne qui va complètement refuser le débat, bah, tant pis pour elle, en fait. On avancera sans elle. C'est totalement ça. Parce que tu retrouveras toujours des gens qui veulent tenir, qui veulent être rassurés, qui veulent tenir leur point carré, parce que c'est une façon pour eux d'exister. Et donc, tu leur proposes, toujours proposer, mais ensuite, tu ne peux pas changer. Et donc, c'est aussi donner à tout le monde cette possibilité d'avoir ces connaissances, cette acquisition, se dire que notre langue véhicule des préjugés. Nous sommes remplis de préjugés, mais nous pouvons également modifier ces préjugés en entendant les petites voix qui nous disent non, ce n'est pas ça, va plus loin. Et c'est ce qu'on fait tout le temps, parce que entre celui qui refuse de s'adapter à un changement et celui qui s'adapte à tous les changements, parce que toute notre vie, on ne fait que de s'adapter, ah ben, allons vers ceux qui veulent s'adapter. Parce que celui qui voudra rester sur son point carré, ah ben, peut-être quand il se rendra compte à un moment qu'il est tout seul sur son point carré et que, il y a plus personne à côté de lui, il se dira peut-être que là, il a tort. Mais si tout le monde reste dans son point carré et que personne dise non, c'est pas ça, il y a autre chose. Et on s'adapte. L'être humain est quelque chose de perfectible. Il n'est pas fait il est pour vivre, il doit s'adapter. Je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, j'ai été dire, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire et à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens qui peuvent changer, beaucoup qui peuvent s'adapter. Et il y a très peu de personnes qui restent coincées dans leur monde, dans leur clan, dans leur comment dirais-je, c'est pas une tare d'être rassuré. Donc c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, mais après, voilà, le fait d'aller vers l'autre, d'expliquer, de discuter, d'échanger, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à ça. Mais comme on ne leur propose pas, du coup, ils restent dans cette facilité et dans ce confort. Parce que ça demande un effort. Tu vois, c'est ce que je disais à Io, ça demande un effort
de changer et de s'adapter. Je vous assure, ça demande un effort. Je suis née en métropole. Je suis jusqu'à 25 ans. Je suis partie en Martinique pendant 20 ans. J'ai dû m'adapter. C'était un effort. Je suis revenue en métropole. C'est encore une autre adaptation. Je fais un effort d'adaptation aussi. Mais en même temps, c'est une richesse. Parce que je suis restée dans ma tête ouverte. Et il y a beaucoup de gens qui restent ouverts et qui veulent s'adapter, voir d'autres choses. Mais en fait, la facilité veut qu'on nous enferme dans une certaine pensée. Donc, ce que tu dis, c'est ça. Quand tu disais, de toute façon, l'adaptation, c'est le voyage. La première adaptation, c'est de sortir de la famille pour aller à l'école. L'école, première crise, on voit d'autres personnes qui ne sont pas comme nous. On est obligé de s'adapter. Ensuite, passer de l'école au collège. On est encore obligé de s'adapter. Nouvelle crise. Du collège au lycée. Ou dans d'autres établissements, on est encore obligé de s'adapter. Et ensuite du collège, de partir soit dans les facultés, soit dans les prépas, soit de commencer à travailler, et ce qui nécessite encore une autre adaptation. Donc chaque fois, on fait cette adaptation, chaque fois, on découvre de nouvelles personnes, et chaque fois, on est amené à réviser nos préjugés. On le fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, j'ai révisé énormément de mes préjugés en faisant ce va-et-vient et cet effort intellectuel, mais aussi social, mais aussi personnel, de pouvoir aller vers l'autre sans regarder, sans avoir un préjugé d'avance. Non, c'est pas le préjugé. Le préjugé était là. C'était te dépasser au-delà du préjugé. Le préjugé, voilà, il est présent. C'est de dépasser, comme le disait Ayo, c'est cette petite voix qui te dit, ah bah oui, ceci, cela. C'est le stéréotype. C'est dépasser à la fois le stéréotype culturel et autres. Et donc, bah, te construire. Et c'est cette construction qui est importante. Te construire en tant que personne et ensuite te construire aussi en tant qu'individu par rapport à d'autres. Ou par rapport aux stéréotypes des autres. Et c'est très important. Et c'est bien de faire cette différence entre, comme tu nous as éclairé sur ça, et sur le fait qu'il y ait des stéréotypes, des préjugés, des impensés. Et voilà, c'est l'un découle de l'autre, et en fait, il y a un lien à chaque fois entre les trois. Les filles, il est 18h50. Donc là, chacune d'entre vous, vous allez faire donc voilà. Vous allez dire ce que vous pensez est-ce qu'on a répondu, est-ce que il y aura des choses encore à développer, et ensuite Chimène, tu feras la conclusion comme la dernière fois. Ok, pas de souci. Ayo, est-ce que tu veux commencer? Pas forcément là tout de suite. Donc, je saurais pas quoi dire. Ça fait beaucoup à prendre en considération. Il faut digérer. Mais c'est très intéressant. Il faut assimiler. Donc, voilà. Après, tu pourras reprendre. Qui veut rebondir? Qui veut commencer à conclure? Alors, moi, je veux bien. Moi, ce que j'ai pu retenir, c'est il faut dépasser nos impensés afin de mieux se connaître et aussi afin de connaître l'autre. En conclusion, voilà. D'accord. Toi, Catherine? Moi, je retiens surtout qu'il faut avoir le courage, oser prendre le risque d'aller vers l'autre, vers l'inconnu. Tu voudrais rajouter quelque chose, Ayo? Oui, du coup, moi, ce que je pensais aussi, c'est que c'est important, je trouve, à l'école de nous apprendre un peu ça, de nous apprendre à aller vers l'autre, à découvrir ce qui est différent de nous. C'est un peu confus dans ma tête, là, mais je pense que dans la famille, c'est compliqué d'évoluer et d'aller vers l'autre, et c'est vraiment à la société de prendre... et c'est à nous aussi de forcer la société à évoluer de ce côté-là. Alors, Ayo, je rebondis sur ce que tu veux. Vas-y. Il y a Mimi qui voudrait prendre la parole. Ah ben, vas-y, Mimi. Ah ben, vas-y, Mimi. Vas-y. Allô? Oui, nous t'écoutons, Mimi.
Déjà bonjour. Alors, de ce que j'ai appris sur les préjugés, c'est avoir un sentiment soit positif ou négatif, et surtout avoir un état d'esprit plus ouvert et savoir apporter une réponse à l'un et à l'autre. Merci, Mimi. Alors, moi, je vais rajouter, je vais reprendre également ce que vous avez dit. C'est qu'en fin de compte, comme tu le dis, Ayo, c'est un travail qui est social. C'est un travail ensuite, qui veut dire social, qui veut dire politique. Et c'est vrai que c'est à travers l'école qu'on peut amener à faire changer, à faire bouger les lignes. Mais le politique comme le social dépend que de nous. C'est déjà nous, en disant qu'on veut faire bouger les lignes, que le politique sera amené à dire, ah ben, maintenant on est obligé de bouger les lignes. Parce que si on attend tout du politique, c'est pas forcément lui qui bougera le premier. C'est sûr. Et donc, résultat, c'est nous qui devons dire déjà, qui devons exiger cette part du politique pour que ensuite il commence à l'appliquer, il commence à le mettre, et comme ça que cette société puisse fournir à nos enfants la possibilité également de dépasser leurs premières idées, de dépasser leur première représentation. Chimène, à toi. Eh bien, déjà, je remercie déjà toutes les personnes, disons Cafrifran, les membres de Cafrifran, on remercie toutes les personnes qui ont participé au débat. Donc, Catherine, Claudia, Mimi, Ayo et moi-même. Donc, ça a été un débat très intéressant, très instructif. J'espère que nos amis qui pourront visionner et écouter le prochain vidéocast de cette causerie, eux aussi trouveront peut-être des réponses, des éclaircissements sur les impensés, sur les préjugés, et que ça leur donnera envie aussi de changer, de oser et d'aller plus loin, d'aller vers l'autre pour pouvoir justement abattre leurs préjugés. Et puis, nous allons nous retrouver le mois prochain pour la prochaine causerie. Cette causerie sera, le thème sera la littérature d'Amérique Caraïbe. Donc nous allons apprendre à découvrir cette littérature qui est très peu connue. Donc nous aurons une intervenante qui habite en Martinique et qui est très au fait de ce type de littérature, et qui d'ailleurs par rapport à ça, autour de cette littérature, a créé une association Micella. Donc on apprendra à découvrir cela la semaine prochaine, le mois prochain. Donc notre prochaine causerie, c'est le 5 novembre, le dimanche 5 novembre. Donc voilà quoi. Donc nous aurons encore à discuter. Le 7 novembre. Donc le 7 novembre, c'est un dimanche. Oui, le 7 novembre. Merci de m'avoir rectifié, Claudia. Et donc voilà. Donc merci encore d'avoir participé. Ça a été encore très fructueux, très intéressant. Et puis nous nous voyons le mois prochain pour une prochaine causerie du dimanche. Une causerie de Cafrifran. Merci les filles. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci à vous aussi. Et Bye bye. le sujet était très, très intéressant. Merci les filles. Merci à toi, Pascal. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.